Saisir l'intelligence de son rôle. Donc ça, c'est l'enregistrement que je fais pour le mois de septembre de l'année 2023. Donc les gens, en tant qu'égaux, vont être appelés à vivre un rôle. Et c'est sûr qu'au niveau vibratoire, l'esprit de la personne va l'influencer, voire le manipuler pour qu'il exerce un certain rôle en relation avec la société dans laquelle il se trouve, les autres êtres humains. L'ego éventuellement a intégré en compréhension l'intelligence du rôle spécifique qu'il a à jouer et ne pas envier le rôle que jouent les autres, mais être capable d'apprécier pleinement son rôle et de en réaliser l'intelligence par rapport à ses paramètres individuels. Donc, c'est le titre de l'enregistrement parce que, en tant qu'ego, à un moment donné, une personne peut envier la vie d'une autre personne, son rôle joué, mais c'est pas intelligent. Et ça occasionne de la souffrance. De faire ça, ça occasionne de la réflexion. C'est en lien avec l'ego qui désire quelque chose qu'il n'a pas. Et l'intégration d'un rôle individuel, c'est quelque chose que ça peut prendre plusieurs années pour en venir là. Et ce que je vous dirais, c'est que dans mon cas, d'accepter mon rôle en lien avec ma vie, l'existence aussi de mes proches, ma relation avec la société se fait de plus en plus. C'est-à-dire que il y a plusieurs années, j'avais déjà discuté avec Daniel Ménard. Daniel Ménard, c'est un astrologue qui visait à travers ses conférences à véhiculer l'instruction supramentale. Il a fait du coaching, de la consultation avec des gens, en plus de prendre la parole là, devant des groupes. Et puis, ça avait été également l'intervieweur là, de Bernard de Montréal. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube des entrevues qu'il m'avait accordées il y a longtemps, là. Ça fait plus qu'il y a 10 ans. Les entrevues que j'avais faites avec lui ont mûri, puis les discussions aussi en privé que j'avais eues avec Daniel Ménard qui est décédé aujourd'hui aussi. À un moment donné, il m'avait évalué puis il m'a dit « Regarde, toi, t'auras pas des millions de vues, là, tu t'es pas quelqu'un de public, là, dans le sens qui va s'adresser à la foule, à la masse, là, dans le sens que moi, mon destin, quelque part, de ce qu'il avait perçu, de ce que j'ai compris, c'est que je ne suis pas appelé à donner une vedette internationale pour parler de conscience. » Au début, quand je l'avais interviewé, il y a plusieurs années, je faisais des enregistrements sur le web, puis je visais avoir plus de rayonnement dans une optique d'expansion. Puis là, de me dire que j'aurais pas... une expansion internationale, je comprends, là, mais que ça resterait limité, ça me contrariait. Et puis, aujourd'hui, en fait, ce que je vous dirais, c'est que mon rôle qui est diffusé à un niveau d'un public très restreint, je le comprends puis je l'accepte davantage. Pourquoi? Ben parce que, à quelque part, plus que la personne diffuse de la conscience, en lien avec une grande quantité de personnes, plus qu'ils s'exposent à des chocs inversement proportionnels. Et puis, je tiens à ma vie privée, je tiens à une forme de tranquillité. Parce que les gens qui sont publics, ils peuvent à tout moment être interceptés sur la rue ou n'importe où là, par des gens. Donc, les gens ont plus de vie privée et c'est très accaparant le public. Il y a des artistes, il y a des vedettes qui reçoivent des messages sur les réseaux sociaux injurieux à tout moment de la journée. Puis plus que la personne a du succès, plus qu'elle va connaître également des opposants. Une partie des opposants vont tout simplement être jaloux du succès. Il y en a d'autres que oui, peuvent apporter des critiques constructives à l'égard des propos tenus par la personne pour qu'elle monte en intelligence. Mais présentement, les gens qui ont ce raffinement psychique ne courent pas les rues, là, naturellement.
Donc, j'ai plus tendance à être en retrait de la masse. Puis, ce que je réalise avec le temps, c'est qu'il y a un prix à payer à tout. Dans le sens qu'en tant qu'étude, je pourrais envier un initié qui a amené un nouveau concept sur la Terre. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'une nouvelle idée est amenée, il y a toujours un prix à payer. Et c'est en relation avec des chocs de vie qui mettent en vibration et qui permettent à la personne d'aller en colère mentale pour aller recueillir l'information nécessaire qui va être inversement proportionnelle en lien avec la mise en vibration. Donc, autrement dit, quand j'avais interviewé Daniel Ménard, la première entrevue que j'avais faite, il y avait été question qu'il y avait eu au moins un de ses chats qui était mort dans les heures qui avaient précédé. Et lui m'expliquait, c'est que ça l'amenait à vivre un choc énergétique qui l'amenait à monter en vibration pour l'entrevue. Dans le sens que si la personne veut... la personne veut, c'est pas la personne qui décide, c'est les plans qui décident. Ils créent un événement oppositionnel pour amener la personne à être dans un état de colère mentale. C'est un petit peu comme la personne qui fait exprès une jambette pour que tu t'enfarges. Et quand que tu t'enfarges, puis tu te rends compte que tu as été manipulé sciemment par la personne qui a mis son pli ou ce qu'il fallait pas pour que tu trébuches par la terre, ben c'est sûr qu'à un moment donné, ça amène la personne à monter en vibration, en intensité. Et dans certains cas, monter en colère. Et si la personne monte en colère, est capable d'intercepter une vibration plus forte et la véhiculer, entre autres, à travers la parole. D'où le phénomène de la colère mentale. Mais la colère mentale a un prix à payer comme tout. C'est pas gratuit. Si on me dit pour écrire un livre de plusieurs centaines de pages sur la conscience avec du nouveau matériel, il faudrait que ma fille auquel je tiens, que j'ai eu sur le tard, au début de la quarantaine, soit découpée en morceaux, parce que ça va mener à vivre un traumatisme tellement intense que ça va me mettre en vibration pendant plusieurs mois, le temps de rédiger le livre. Si on me pose la question entre ça et que ma fille continue à vivre, j'aime mieux que ma fille continue à vivre, ou que j'ai un problème de santé important qui me contrarie, ou que j'ai un accident automobile. Bref, tous les emmerdements de la vie. Si on me pose la question entre vivre un choc de vie important, comme par exemple apprendre qu'une personne proche de moi est morte ou a été découpée en morceaux par un pervers sexuel qui les a dévorés par la suite en pratiquant le cannibalisme, ou que la personne soit confrontée à un certain niveau de choc puis d'horreur, j'aime mieux faire ma petite vie tranquille, naturellement. Je cherche pas la confrontation, je cherche pas à provoquer non plus les événements en choc. Mais le constat est là qu'une personne qui est réellement une initiée, sa vie, c'est continuer des oppositions pour que sa vibration reste forte, et pour que la vibration reste forte, si la personne donne régulièrement des conférences à toutes les semaines, à tous les mois, elle écrit simultanément des livres, elle demeure tout le temps sous tension. Et c'est sûr que par rapport à ça, si la personne, en plus, a fait ça, puis c'est pas vraiment payant, si elle n'a pas de l'argent pour se rééquilibrer en termes de plaisir de vie, à ce moment-là, ça devient lourd à porter. Moi, j'avais trouvé, dans le fond, encore là, c'est moi qui réfléchis. C'est le fun de parler à voix haute parce que ça s'auto-ajuste comme mouvement. Parce que j'allais dire, j'ai trouvé intéressant la vie de Bernard de Montréal parce que oui, il a vécu plein de chocs régulièrement pendant son existence, mais en contrepartie, quand il a sorti son livre La Genèse du réel, par la suite de ce qu'on m'avait dit, il avait acheté une Jaguar, donc une auto de luxe, et il voyageait régulièrement. Là. Il y avait un gros train de vie, il y avait des entrées régulières d'argent. C'était à l'époque où les gens assistaient massivement à ses conférences, à ses séminaires, puis que lui, il aurait vécu décemment. À quelque part, je regarde ça, puis je peux dire, je peux être envieux par rapport à lui, sauf que si on me pose la question, est-ce que j'aurais été capable de passer au travers en tant qu'ego de l'ensemble des chocs auxquels il est exposé? J'ai des sérieux doutes, parce qu'il a vécu plein de chocs dans sa vie. Puis en même temps, tout ça, c'est délicat, parce que tout est reçu selon la forme du récipient, la subjectivité de la personne.
Puis, c'est sûr que même si au niveau financier, il y a eu des chocs pour contrebalancer, il y a eu de l'argent, pardon, pour le contrebalancer en lien avec les chocs qu'il a vécu, n'en meurt pas moins que sa vie à caractère initiatique, qui, oui, a amené des descentes importantes d'énergie, a un prix élevé. À la différence que, par exemple, le joueur de football, la vedette du cinéma, va gagner beaucoup d'argent. C'est sûr que ça demande, dans certains cas, beaucoup de travail. Prenons, par exemple, un athlète sportif qui va s'entraîner plusieurs heures par jour. Mais ça n'amènera pas une souffrance vibratoire, comme peut vivre un individu qui est porteur d'un savoir initiatique. Ça va être une souffrance physique. Prenons, par exemple, un joueur de football qui a une épaule disloquée ou qui vit de nombreuses commotions cérébrales en lien avec sa carrière de football qui l'amène à avoir des dommages permanents au niveau du cerveau. C'est des dommages physiques, mais c'est pas des dommages en lien avec des changements énergétiques qui aussi vont créer des chocs vibratoires en relation avec les oppositions psychiques que la personne peut vivre par rapport au plan astral. Parce que la parole d'un joueur de football qui va commenter une partie qu'il a vécue avec ses coéquipiers, ça ne mettra pas en danger le statu quo de l'astral et sa prédominance sur des gens de la Terre. Tandis que la parole d'un initié, la minute qui ouvre sa bouche et qui véhicule une vibration en relation avec le plan éthérique qui va être porteuse d'une colère mentale qui va déstabiliser le plan astral, crée à ce moment-là des oppositions énergétiques extrêmement fortes, extrêmement intenses. Et c'est sûr qu'en tant qu'individu, si je le réfléchis, mais en même temps, je suis conscient qu'en tant qu'égo, c'est pas moi qui contrôle toute ma vie. C'est sûr que moi, en tant qu'égo, je suis pas intéressé à me sacrifier pour le salut de la multitude comme Jésus. Dans le sens que la personne qui amène une nouvelle idée, puis elle va être crucifiée sur la place publique. Bon, aujourd'hui, les gens sont plus crucifiés sur le plan littéral, là. Donc, se faire mettre des clous dans les mains là, pour être mis sur une croix là, qui est en réalité une potence. Non, aujourd'hui, la personne qui est crucifiée sur la place publique, c'est la personne qui va être ridiculisée sur les réseaux sociaux, qui va être attaquée par les différents commentateurs là, dans les journaux. Donc ça, c'est pour les pays, les gens en Occident. Pour ce qui est de régime autoritaire, prenons par exemple l'Iran. Bon, mais la personne qui va à l'encontre du gouvernement, donc la personne peut se faire pendre publiquement. J'ai écouté récemment un reportage qui expliquait que des jeunes qui ont contesté le régime dans les derniers mois, eh bien, se sont fait pendre sur la place publique. Donc, des gens, entre autres, qui ont manifesté contre l'obligation du port du voile en Iran. Donc, en l'automne 2022, une jeune fille décide publiquement, décide, c'est un gros mot, hein. Elle portait publiquement le voile, mais pas comme faux. Il y avait une partie des cheveux qu'on pouvait voir, alors qu'elle n'était pas supposée selon les règlements du pays. Résultat, cette jeune fille s'est faite battre à mort. Et par la suite, des gens ont été scandalisés et des gens ont manifesté dans les rues contre les régimes, se sont fait tirer dessus avec des balles réelles. Et par la suite, il y a des mouvements d'éclat qui sont faits par des jeunes en Iran pour s'opposer à la dictature qu'ils vivent. Donc, c'est sûr, ces gens-là sont en danger. Et c'est sûr que la contestation, donc les idées anciennes, c'est-à-dire l'obligation des femmes de porter le voile en Iran, qui est une mémoire en lien avec la culture qui a été mise en place par les autorités, et remis en question par des plus jeunes. C'est sûr, je vais observer qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années. Mais est-ce qu'il y a de l'intelligence à mettre sa vie en danger au nom du salut du collectif? Si la personne a une conscience spirituelle, probablement qu'elle va répondre oui, tandis que si elle a une conscience individualisée, elle va s'occuper d'être bien dans sa peau d'abord. Le collectif passe ensuite. C'est sûr qu'il y a des limites par rapport à la conscience sacrificielle qu'une personne peut avoir.
Et c'est sûr que par rapport à mon rôle, moi, je suis content de ce que j'ai fait au fil du temps parce que j'ai réalisé des entrevues, mais il y a plusieurs années. Aujourd'hui, c'est intéressant parce que j'ai moins cette vibration-là de faire des entrevues. Je dis pas que je l'ai plus du tout, là, mais pas autant qu'avant. Mes énergies sont gérées autrement. Il y a une partie de mes énergies, c'est ma famille, puis ça m'apporte beaucoup. Puis j'ai réalisé aussi qu'en lien avec la diffusion sur le web, il y avait beaucoup de pertes d'énergie. Et en cette année 2023, le constat que je fais, qui est similaire à celui des dernières années, c'est ceci. C'est-à-dire qu'un livre sur la conscience supramentale, la conscience vibratoire, à mon avis, par rapport à l'appréciation de la population en général, n'a pas plus, en fait, a moins de valeur que du papier de toilette, avec lequel on peut se torcher le derrière. Pourquoi? Ben parce que les gens, en général, sont pas capables d'apprécier ce type de contenu-là. Ils n'ont pas la sensibilité, puis la conscience est individuelle. Et j'ai été confronté dans le passé à des situations absurdes en lien avec des gens qui ont écrit des livres qui ont trait à la conscience. Et ça a été très bien de voir pour moi leurs échecs parce que je pensais entre autres à un conférencier. Bon, pour pas porter hommage ici à sa personne, ombrage à sa personne, je donnerai pas nécessairement le nom, mais ce que je peux dire, c'est que ce conférencier a écrit plusieurs livres et il a été confronté à la situation absurde que c'est pas ses opposants qui s'opposent à ses idées qui ont brûlé ses livres, mais c'est lui-même, faute d'espace. C'est-à-dire qu'avec le fait que quand il écrit des livres, les livres se vendaient pas puis ils entreposaient. Bon, à un moment donné, l'espace d'entreposement, surtout si la personne est en logement, ben ça prend de la place, hein, mettre des livres là qui se vendent pas ou très peu ou au compte-gouttes. Donc, il était venu à la conclusion que c'était plus intelligent de les détruire. Mais pour pas que les livres tombent dans des mauvaises mains, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas la conscience pour apprécier le contenu, par respect pour le public, ben à ce moment-là, il a préféré des brûler que des donner à des comptoirs d'infortunés. Parce que l'idée de vendre le livre était aussi de faire du triage, dans le sens que quelqu'un que le livre s'intéresse vraiment, ben il paye un montant d'argent. Tandis que si le livre est gratuit, ça se peut que quelqu'un qui a une conscience spirituelle prenne le livre, mais ça se peut aussi que quelqu'un qui a une conscience supramentale. Mais comme quand c'est gratuit, ben ça amène les curieux, ben c'est sûr que ça a comme inconvénient. C'est-à-dire que des gens qui sont pas concernés, mais comme c'est gratuit, ben ils sautent dessus pareil. Tandis que si c'est payant, ben il y a une sélection qui est faite. Et normalement, il devrait y avoir une sélection en lien avec ce matériel-là à un certain niveau qui avait été produit. Mais en même temps, si le matériel se vend pas, à ce moment-là, entre rien diffuser puis donner accès gratuitement sur Internet, j'en viens à la conclusion que c'est peut-être le moindre mal de donner accès à Internet parce que si quelqu'un a une entreprise puis de faire fonctionner son entreprise pour vendre des livres, c'est pas rentable, ben là, soit que la population n'a pas accès aux livres, ou soit qu'on les donne gratuitement, mais il n'y a pas de gestion qui est faite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'employé qui est attitré lorsqu'une personne achète un livre en ligne à lui envoyer par la poste. Mais tout ça pour vous dire que ma constatation présentement, cette année 2023, c'est ça que je me permets de l'amener d'une façon assez choc, c'est que les livres, ils étaient obligés de les détruire parce que tu pouvais pas l'utiliser pour t'essuyer tes fesses quand que tu te torches après avoir fait caca. Le papier est trop rigueux. Et là, j'en suis venu à la conclusion en observant ça que le papier de toilette a plus de valeur que le livre, car on peut l'utiliser pour s'essuyer le derrière, puis ça, peu importe les gens de la population, soit des gens qui soient conscients, pas conscients, la plupart du temps, ils utilisent du papier de toilette. J'en connais pas présentement dans mon environnement là, des gens éco-responsables qui vont utiliser des feuilles là, d'arbres là. Surtout qu'au Québec, ben, les feuilles, premièrement, on n'en a pas en année dans les arbres, là, mais d'aller chercher des feuilles, les faire sécher puis l'utiliser comme papier de toilette, ça devient compliqué, là. Mais bref,
le rouleau de papier de toilette en termes de papier rejoint plus les gens. Puis il y a eu d'autres écrivains que j'ai connus, là. Il y en a eu plusieurs, là, sur plusieurs années, qui ont écrit des livres. Les livres ne se sont pas vendus. Pourquoi? Ben, il n'y a pas de demande du public par rapport à ça. Pourquoi qu'il n'y a pas de demande du public? Ben, c'est parce que les plans ne l'ont pas décidé. Puis là, si je dis ça, ben, les gens vont dire, ben, tu te vois comme étant une victime des plans. Ben, en fait, je peux apporter des nuances. Est-ce que c'est intelligent de se réfléchir comme victime en tant que rôle? La réponse, c'est non. Par contre, est-ce que c'est intelligent de constater que les plans orchestrent les niveaux d'éveil individuel? Oui. Donc, je dirais pas que je suis victime des plans, mais je suis manipulé par eux comme la plupart des êtres humains. Et comme les plans, quand que je parle des plans ici, je fais référence au niveau de réalité par rapport au plan éthérique. En fait, je dis les plans, mais c'est le plan éthérique. Il y a aussi le plan astral qui manipule les gens, mais c'est pas à des fins évolutives. C'est à des fins de garder l'être humain dans son inconscience et d'une conscience involuée. Donc, ça va à l'encontre de l'évolution parce que le plan astral veut maintenir sa mainmise sur la psyché des gens sur Terre. Donc, en engluant dans les gens dans du mémorial pour les garder sous contrôle, sous son joug. Dans le plan mental. Je cherche à sortir les gens, mais pas trop vite. Donc, pas trop vite. Fait que ce qui fait en sorte que, présentement, le marché du livre en lien avec une conscience réellement vibratoire, pas une conscience là, de livre qui fait miroiter aux gens qui vont devenir très riches, multimillionnaires, puis qu'il faut qu'ils prient les anges, là. Vraiment une conscience un peu plus vibrante. Il n'y a pas ou très peu de demandes présentement. Donc, autrement dit, en cette année 2023, il fait cet enregistrement. C'est plus intelligent pour moi de m'occuper de ma fille, m'occuper de ma santé, ensuite de ma vie financière aussi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu oui, à un certain niveau, j'ai eu des mises en vibration dans le passé pour faire des enregistrements il y a plusieurs années, d'interviewer des gens, mais là, ça me parle moins. Fait que c'est pour ça que ça fait un bon bout de temps que j'ai pas fait d'entrevue. Et ce que je réalise aussi, c'est qu'à un moment donné, janvier, des gens... Prenons par exemple Bernard de Montréal, qui a écrit La Genèse du réel. Je regardais ce livre-là, et par rapport à l'information qui était descendue, la vibration qu'il en dégage, donc c'est un livre d'à peu près 800 pages, je trouvais ça très vibrant. Sauf que le point, si on me pose la question, est-ce que je serais prêt à assumer le prix à payer pour véhiculer un tel livre sur la Terre? La réponse, c'est non. Parce qu'un livre comme ça, il faut comprendre que la mise en vibration derrière ça, la charge énergétique de tension qui doit être vécue pour l'individu pour être capable de capter cette information-là en lien avec une élévation vibratoire qui amène l'individu à sortir de l'inertie, est très lourde à payer. Tu sais, si tu me dis, pour écrire un livre de 800 pages, ça représente... en termes de santé, de passer à travers d'un cancer ou de vivre des chocs financiers, perdre des milliers de dollars à la bourse ou tu sais des trucs quand même très intenses là, comme par exemple avoir le milieu de vie, l'habitation qui passe au feu. La réponse c'est non. Mais de toute façon, je parle un peu pour rien dire parce que l'initié réel, il peut pas réfléchir à ces questions-là, il vit ce qu'il a à vivre puis il a pas le choix. Et quand quelqu'un est manipulé pour vivre un événement, ben la personne, c'est non négociable. Et à un moment donné, je discutais avec quelqu'un parce que j'ai été opéré, en fait, pour faire une histoire courte, parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres enregistrements, là. Donc, j'ai eu une méatotomie, c'est-à-dire que, bon, j'avais une obstruction partielle de l'urètre, c'était qu'un problème, là, au niveau... c'est un problème au niveau de la peau qui est en relation avec mon système immunitaire. C'est pas lié à une bactérie, là, c'est pas par rapport à un virus ou une maladie transmissible sexuellement. C'est tout simplement une réaction immunitaire où ce que mon système s'en prend à ma peau, puis amène des modifications. Puis mon urètre était presque bouché. J'ai été opéré. Et je discutais de tout ça avec quelqu'un de mon environnement et la personne me disait « Ben, t'as été courageux de te faire opérer. » J'ai dit « Non, j'ai pas été courageux. J'ai été mis au pied du mur. »
Parce que dans le fond, pour faire une histoire courte, dans les derniers temps avant mon opération, disons que mon urètre était très limité. Là. J'urinais, puis c'était un jet très fin là, à partir d'une petite craque. Là, je vais peut-être au-dessus là, de 90%, ben peut-être pas 80, ben presque 90% de l'urètre bouché. Là, je veux dire, il en restait pas beaucoup là, qui passait à comparer d'un jet normal que là, j'ai retrouvé aujourd'hui là, après l'opération. Là, c'était vraiment minime, là, c'est le jour puis la nuit. Aujourd'hui, ma condition s'est améliorée, c'est réglé, mais au moment de l'opération, dans le fond, pour moi, ça n'a pas été un acte de courage. C'est que soit je me faisais opérer ou éventuellement l'urètre bûchait au complet puis ça rendommageait mes organes internes. Donc, je t'ai mis au pied du mur. J'ai pas eu le courage de choisir de faire l'opération. J'ai fait l'opération parce que sans ça, j'étais dans le pétrin puis ça endommageait mes organes internes. Et la personne qui est mise en situation d'initiation, en réalité, par les plans de la lumière, il est dans des situations où il n'y a pas le choix. Donc, autrement dit, un initié réel par les plans de la lumière, il n'a pas le choix de parler ou d'écrire les livres parce qu'il ne peut pas faire autrement. C'est ça que moi, en tant qu'égo, quand que je regarde ça, puis je vois que les livres sont pas rentables, ou il n'y a pas de public au rendez-vous, puis des enregistrements qui sont faits dans une perspective calculatrice, je vais me dire, ben ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'allure, c'est illogique. Je peux contester les plans, mais les plans activent des circuits énergétiques, puis des choses qui m'apparaissent en tant qu'égo qui réfléchit comme étant des aberrations. Où je regarde ça, présentement, on est en 2023, et il y a eu la sortie de 66 conférences qu'a faite Bernard de Montréal entre 1980 et 1983. Donc, il y en a 66. C'est toutes des conférences qui vont durer entre 2 heures et 6 heures de temps. Là. Donc, ça dure longtemps. Là. Beaucoup de matériel. Là. On parle facilement d'au-dessus d'une centaine d'heures d'enregistrement que j'écoute une fois de temps en temps. Donc, vous avez ça sur YouTube. Là, ça s'appelle les mini-rencontres. Donc, si vous écrivez mini-rencontres Bernard de Montréal, vous pouvez les retracer. Ces temps-ci, j'écoute ça. Je trouve ça plus stimulant sur le plan vibratoire que d'écouter les bulletins de nouvelles. Et à un moment donné, la question, ben, je peux la poser avec vous à voix haute. Ça va être intéressant. Puis je vais regarder qu'est-ce qui va émerger. Donc, si je pose la question au plan de la lumière, au plan éthérique qui sont derrière le travail de Bernard de Montréal, qui l'ont mis en vibration et qui l'ont utilisé sur le plan terrestre pour véhiculer leur vibration, pourquoi que ils ont créé un concours de circonstances qui fait que pendant... parce qu'il est mort en 2003, là. Donc, de 2003 à 2023, là, il n'y a eu aucun nouvel enregistrement là, de Bernard de Montréal là, de cette série-là, mini-rencontre, qui a été faite au début des années 80, qui a été mis en ligne là, sur le web, à ma connaissance, rendu disponible au public. Puis tout d'un coup, 20 ans après sa mort à peu près, donc 2003 à 2023, donc là, tout d'un coup, là, c'est la manne qui s'ouvre. Là. On a au-dessus d'une centaine d'enregistrements là, qui sortent comme ça. Pourquoi que c'est comme ça, plutôt que de rendre disponible tout ce matériel-là là, dès le départ? Là, je vais regarder, alors qu'il existait, là, parce que ça fait au-dessus de 40 ans que ce matériel-là existe, depuis les années 1980. Pourquoi qu'ils ont agi ainsi alors que des gens ont besoin de ça pour un certain niveau pour s'ajuster? Je vais regarder si je pose la question à mon esprit. C'est quoi la réponse qui va émerger? Donc, pourquoi que ce matériel-là sort maintenant? Ce que ça me répond, c'est que c'est le temps. En fait, ce que ça me dit, c'est que ce matériel est prévu de sortir de longue date. Il y a eu des forces retardataires. C'est pas spécifique par rapport à l'année 2023, mais ça devait se faire un certain nombre d'années là, après la mort de Bernard de Montréal. L'instruction supramentale, fondamentalement, doit être diffusée progressivement à l'échelle de la Terre. Bon, ce que ça me vient en tête, c'est que ça a commencé dans les années 1980. Bernard de Montréal avait passé à l'émission de Richard Glenn, ésotériste expérimental qui s'adressait à un public marginal. Là. C'était pas Radio-Canada ou TVA ici au Québec. Là. C'était pas des millions de téléspectateurs qui écoutaient les émissions simultanément. Donc, ça devait pénétrer un peu dans le public, mais pas trop.
Donc, il y a eu les enregistrements qui ont été faits, il y a eu les gens qui ont été à des conférences, mais au début, les conférences étaient payantes. Et ça, c'est une particularité. Moi, ça me fait toujours rire quand je vois des Européens ou des gens au Québec même là, qui avaient critiqué... parce qu'à un moment donné, Marc Glassal vendait des enregistrements, moi-même aussi, puis là, il y a des gens qui critiquaient ça. Mais en réalité, Bernard de Montréal, de son vivant, les enregistrements qu'il faisait, ils étaient mis en vente. Les gens devaient payer. Même chose pour assister à ses conférences ou également à ses séminaires. Sauf que la particularité de Bernard de Montréal, c'est que dans ses enregistrements, il disait pas que ses cassettes, à l'époque, c'est des enregistrements analogiques, là, c'était pas des CD, c'était ou des enregistrements MP3, c'était des cassettes. En tout cas, j'ai pas entendu nulle part là, dire qu'il vendait ça. Tu sais, on n'a jamais entendu dans des enregistrements Bernard de Montréal qui disait, bien, si vous voulez vous procurer les enregistrements, c'est à tel montant. Non, l'aspect promotionnel n'était pas véhiculé par lui d'une manière explicite comme un vendeur. Par contre, il était opérant. C'est comme le livre La Genèse du réel qu'il a fait. Ce qu'on m'avait dit, c'est qu'à l'époque, quand le livre a sorti, bon, c'est ça, c'est un gros livre, on parle d'environ 800 pages, mais le livre coûtait cher, là. C'était plus cher que le coût du livre standard là, à l'époque. Là. Donc, il y avait un décalage quand même important. Mais ça, on n'en parle pas. Mais bref, je vais fermer ma parenthèse. Ça, c'est mon ego qui interfère sur le mouvement. Mais le mouvement de la vibration supramentale, c'est un dévoilement progressif qui se fait. Et dans le dévoilement progressif, c'est qu'à un moment donné, on dévoile des enregistrements qui avaient fait longtemps dans le passé. Donc, et c'est les forces qui contrôlent, qui modulent en lien avec la réceptivité des gens, etc., la descente de cette vibration-là. En réalité, moi, en tant qu'ego, quand je regarde ça, je les trouve pas efficaces, dans le sens que si tu veux amener une vibration à être véhiculée rapidement à l'échelle d'un globe, c'est vraiment intelligent que ça soit véhiculé, puis c'est vital, ben tu branches des personnes qui rejoignent déjà des millions d'individus. Donald Trump, ensuite dans le domaine de la politique, dans le domaine technologique, Elon Musk, Bill Gates. Or, c'est pas le cas. Pas des gens que le mental est changé. Mais non, ils veulent pas que ça sorte rapidement. Fait que là, à ce moment-là, quand je regarde ça, moi, la façon que je vois ça, c'est que, à quelque part, les forces vont pas nécessairement chercher à abréger les souffrances humaines. Parce que si tu veux abréger les souffrances humaines au niveau psychologique, ben tu mets en place les outils utiles tout de suite. Quand on me parle d'auto électrique, ça me fait tout le temps rire. Au moment que je fais l'enregistrement en 2023, on parle d'une autonomie d'à peu près 400 km pour une auto électrique. Puis on nous présente ça comme étant là incroyable. Qu'il faut tout acheter des autos électriques. Ben oui, mais quand je regarde ça au niveau de l'échelle cosmique, c'est absurde. Dans le sens que quand je regarde ça, s'il faut que tu fasses un plan à tous les 400 km, on va en parler avec les êtres qui voyagent là, à des milliards d'années-lumière là, pour se déplacer d'une planète à l'autre. Là, comment tu trouverais ça, l'idée de faire un plein aux 400 km? Voyez-vous que ça tient pas la route? C'est absurde. Imaginez, on va dire ça, des petits gris ou des êtres qui se déplacent sur des grandes distances, qu'on a trouvé l'invention du siècle pour être éco-responsable, parce qu'on emploie aujourd'hui des beaux adages. Le gouvernement du Québec a donné des crédits dans le passé pour des gens là, qui achètent des autos électriques pour récompenser ce bon comportement de citoyen, que le souci là, de l'énergie renouvelable qu'est l'électricité au Québec. Mais oui, mais au niveau de l'échelle cosmique, ça tient pas la route. Pour moi, je regarde ça en disant c'est totalement absurde de véhiculer ça comme étant l'avenir de l'humanité, d'une autonomie de 400 km, puis de dire qu'à partir de 2035 au Québec, les gens qui vont acheter des autos neuves, eh bien, ça sera des autos électriques, parce que le gouvernement a jugé que c'était la meilleure technologie pour les citoyens. Et que les autos... En fait, c'est pas tout à fait ça, c'est que les autos essence, à partir de 2035, ne devront plus être vendues au Québec,
Mais là, on nous présente que c'est ce qui va remplacer ça, ça va être l'auto électrique, puis c'est vraiment la solution éco-responsable, c'est la bonne chose. Mais oui, mais je regarde ça, puis il y a des millénaires, les êtres humains ont été visités par des êtres du cosmos, et je doute sincèrement qu'il y avait des véhicules avec une autonomie de 400 km à peu près, là. Non, c'est quelque chose pour moi qui est... On devrait passer à une technologie plus avancée, mais en même temps, les gens n'ont pas la maturité de l'utiliser, ce qui fait en sorte qu'on est avec des dilemmes éthiques. Ici, la Terre, en passant, en tant qu'égo, quand je regarde ça, ce qui me contrarie, c'est tout le cortège de limitations qu'on connaît. À mes yeux, un être humain sur Terre, en général, c'est un être qui est sous-développé sur le plan technologique, sous-développé sur le plan psychique, un être qu'on nous garde dans une conscience de pénurie pour nous manipuler, etc. Alors que l'énergie est abondante dans le cosmos. On a juste besoin d'une fraction, d'une toute petite partie du rayonnement solaire annuel, si on serait capable d'intercepter l'énergie intelligemment puis de l'entreposer pour que l'humanité puisse fonctionner, là. Mais non, on n'a pas accès à ça. Bon, je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort dans le cadre de cet enregistrement d'aujourd'hui, c'est pas le but. Je vais revenir à l'essence. Pourquoi qu'on sort un paquet d'enregistrements là, en lien avec la conscience supramentale aujourd'hui? Bon, ce que ça me répond, c'est que c'est le temps, puis que, à quelque part, il faut qu'il y ait un développement, un développement exponentiel de ce qui est véhiculé dans le monde, mais progressif. C'est pas trop vite. Parce qu'en réalité, quand ils vont vouloir accélérer les choses, c'est que tout d'un coup, un politicien va découvrir ça, puis il pourrait en parler. Peut-être un jour, Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, va découvrir la conscience supramentale, puis là, on va voir un changement vibratoire dans ses propos, ainsi de suite. Mais par rapport à tout l'état de déchéance humaine, la stupidité qui est véhiculée en société, ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que les plans de la lumière n'empêchent pas ça. Ils ont composé avec des gens limités sur le plan psychiquement. Certes, il ne faut pas que les expose à une trop grande quantité d'énergie qu'ils ne peuvent pas contenir. Mais eux autres même sont retardés par rapport à les limites psychologiques des gens, certes, mais en même temps aussi, ils ont pour devoir d'amener un progrès, un développement, une forme d'évolution sur la Terre, car sinon, eux autres, ils stagnent par rapport à ça. Donc, ils manipulent les gens pour que ça avance, mais pas trop vite. Puis, il y a le plan astral qui retarde les gens aussi. Donc, moi, j'observe tout ça. Comment dire? En tant qu'égo, des fois, il y a des choses que je trouve injustes, puis finalement, j'y parle à voix haute, puis je trouve que c'est intelligent. Dans le sens que je donne un exemple très concret, je pourrais envier Bernard de Montréal qui écrit le livre de la Genèse du réel, parce que je trouve que c'est intéressant. Je pourrais dire, je pourrais avoir envie d'écrire un livre comme ça, mais finalement, si je le parle à voix haute, que le coût à payer par rapport à ça, c'est l'équivalent de plusieurs dépressions sur plusieurs mois. La réponse, c'est non. Finalement, je vais passer mon tour. J'aime bien avoir une petite vie tranquille, puis pas faire des livres comme ça. Mais en même temps, ce que je dois réaliser, c'est que à quelque part, l'existence d'un ego est en relation avec le véhicule de tension énergétique. À un moment donné, ils peuvent me manipuler pour faire des enregistrements, ou peut-être même écrire un livre, je ne sais pas. Tout le futur bouge tout le temps. Par contre, en tant qu'ego, moi, ce que je cherche, très transparent, puis dans mes rapports de force avec les plans, donc au niveau intrapsychique, ça revient souvent au même. Je veux avoir la paix de l'esprit. Je veux être en santé totalement. Je veux avoir une abondance financière. Et je veux être en contact avec des gens agréables, des gens intéressants, des gens intelligents. Présentement, la particularité, c'est que je reviens un petit peu au point de mon enfance. Dans mon enfance, j'étais une personne solitaire et je le suis encore, essentiellement, quand j'observe ça. Quand que j'étais jeune, je savais pas trop pourquoi, mais je n'étais pas intéressé d'aller vers les autres. J'aimais jouer tout seul, à faire par exemple des dessins, ou jouer avec des blocs Lego.
Ma mère me reprochait, elle me disait, ben là, tu te mélanges pas assez avec les autres, là. Tu devrais aller avec d'autres personnes de ton âge, faire des activités sportives. Donc, elle me mettait de la pression pour que j'aille avec les autres. Puis finalement, la plupart du temps, j'étais pas bien avec les autres, fait que je retournais chez moi. Puis, il y a eu toute ma relation avec l'esprit est tordue, parce que l'esprit me manipule pour que je sois en contact avec des gens, mais en général, en tant qu'individu, je vais trouver que les gens sont agressants. Donc, je me sens pas sur la même longueur d'onde que la plupart des gens là, de mon environnement. Là, donc, en décalage. Et ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que à un moment donné, il y a quelques années, je cherchais avec des gens conscients de mon âge. J'étais plus en démarche, là, tu sais, de faire du social. J'avais rencontré des gens avec des groupes d'amis pour parler de conscience. Aujourd'hui, ça me dit plus rien, là, ça. Non, j'ai saturé de ça. Je cherche une petite vie tranquille en famille. Puis, comment dire? Je réalise les limites aussi de parler. Ben, je peux le faire avec quelques individus ciblés, là, mais d'en parler au large avec plein de monde, ça m'intéresse pas. Il y a des limites aussi à parler de conscience. J'ai vécu mon lot de déceptions. Au début, j'étais un peu plus spirituel, enthousiasmé. Mais finalement, avec les années que je passe, je vous dirais que je gère ma vie un peu... oui, je prends en considération l'existence des plans, que ce soit le plan astral, le plan éthérique. Pour moi, c'est des réalités à un certain niveau. Sauf que finalement, je gère ma vie... en m'appuyant pas sur eux, en leur faisant pas confiance, dans le sens que, par exemple, je vais cotiser à chaque année une assurance automobile. La raison, c'est que si je crois que parce que je m'intéresse à la conscience, que je vais être protégé et que je n'aurai pas d'accident d'automobile, la minute que je ferai retirer mon assurance automobile, ça se peut que je vive un accident d'automobile, puis là, si j'ai pas de couverture, ben j'ai pas d'entrée d'argent pour me rembourser les frais là, liés aux dommages là, sur mon véhicule automobile, ou si je suis hospitalisé. Donc, je peux pas leur faire confiance. Donc, c'est un petit peu, tu es en contact avec une réalité, mais tu peux pas leur faire confiance ou te fier à eux autres qui vont te parler de tes problèmes. Dans le sens que, ben, tantôt, je faisais allusion là, à mon opération. Ça a été un événement choc pour moi en cette année 2023, là. Dans le sens, me faire opérer, surtout au niveau du pénis, voir que je suis plus tendance à être gêné. Disons que c'est une zone que je suis moins à l'aise. Et, comment dire, j'ai été voir à l'intérieur de moi parce que mon urètre s'obstruait progressivement. Et là, j'ai eu comme une conversation interne avec mon esprit en disant, mais pourquoi que tu me l'as pas dit? Puis là, ça me répond du tac au tac, ouais, mais pourquoi que t'as pas observé que ton urètre est en train de se boucher pour consulter? Parce que j'ai consulté sur le tard, puis j'ai été au privé, j'ai été opéré, là, aujourd'hui, je suis correct, mais il aurait fallu que la minute que je vois qu'il y a un début d'obstruction que je consulte, c'était sous mon contrôle, si on peut dire. Donc, j'ai cette vigilance-là, plutôt que d'imaginer que les choses vont s'arranger tout seul et être dans une passivité. Puis ça m'appartient, ce volet-là. Mais tu sais, je peux pas me fier à l'esprit qui me fasse un rêve initiatique, va consulter par rapport à ton problème d'urètre. J'ai pas eu de rêve comme ça. Des fois, les gens peuvent avoir des rêves là, de gens de leur environnement qui vont leur donner des conseils ou dire des choses pour qu'ils ajustent sur leur vie, mais ça n'a pas été le cas. C'était à moi, en tant qu'ego, de faire preuve de vigilance. Et je fais preuve de vigilance par rapport à ma santé. Là, j'observe plus au niveau de mon corps qu'est-ce qui se passe. Donc, si on ne peut pas se fier au niveau de l'esprit par rapport à une assurance automobile. D'ailleurs, j'ai déjà eu un accident d'automobile puis j'étais content d'avoir mon assurance alors que je m'intéressais à de la conscience. Si on peut pas se fier sur eux autres aussi par rapport à des sinistres, dans le sens que ça fait des années que je m'intéresse à la conscience, puis à un moment donné, eh bien, le logement en bas de celui où je me trouve présentement a pris en feu. Et il y a eu de la fumée qui a monté, donc le logement là, il a dû être nettoyé par la suite, après le sinistre qui a été connu. Donc, j'ai subi ça. J'ai vécu différentes expériences.
Dans les chocs de vie, je vous dirais, chaque personne est unique. Et l'une des choses que je fais, c'est l'étude des événements qui me contrarient. Il y a différents événements que j'ai vécus. C'est sûr que par la suite, ça m'amène à avoir plus de résilience, dans le sens que quand j'étais jeune, de voyager, ça me créait du stress. Comme par exemple, d'aller dans une ville voisine ou d'aller dans le coin de Montréal, ça me créait du stress. Il a fallu que j'aille au-delà de ma peur, du stress. À la base, je suis quelqu'un plutôt de tempérament anxieux. Donc, récemment, quand j'ai eu mon opération, il a fallu que j'aille à Longueuil. Dans le fond, ça me créait pas tellement de stress. Ce qui me créait du stress, c'est l'opération. Fait que des fois, les choses changent aussi. De me déplacer dans une ville. Aujourd'hui, je suis un peu plus désensibilisé. Mais ça, c'est quelque chose que les gens peuvent faire, c'est étudier les mouvements, les événements chocs de leur vie. Dans le sens qu'il y a des choses que on peut penser que ça va nous déranger, mais finalement, c'est pas tant que ça. Puis il y a d'autres choses qu'on réfléchit, qu'on pense que ça nous dérange pas ou peu, puis finalement, ça nous dérange davantage. Donc, c'est vraiment propre à chacun. Quand je regarde les piliers de l'individu, bon, mais il y a l'argent, il y a ensuite la santé, il y a le couple ou le relationnel. Donc, quand ma compagne m'avait quitté sur le plan relationnel il y a quelques années, ça m'a créé un choc. J'avais passé un an et demi de temps à vivre seul en logement. Donc, ça m'a amené à apprivoiser ma solitude. Ça a été une période où j'en ai profité beaucoup pour voyager. J'ai été en Abitibi, j'ai été sur la Côte-Nord, j'ai visité différentes régions du Québec. Et puis, quand j'étais célibataire, ben, je vivais le stress ou la réflexion à savoir est-ce que je vais rencontrer quelqu'un. Finalement, ben, mon ancienne compagne m'a recontacté, j'ai repris avec elle, on a continué la relation. Aujourd'hui, on a eu un enfant ensemble et tout va très bien, mais il y a eu une période d'incertitude. Ensuite, c'est sûr que j'ai vécu des périodes d'incertitude au niveau financier. Il y a eu des périodes que j'étais sans emploi. À un moment donné, j'avais l'opportunité d'avoir 2 emplois. Ça me crée une espèce d'état d'ambivalence. Quel des 2 emplois je vais prendre? Donc, l'incertitude. Ensuite, au niveau de la santé, ben quand j'ai eu mon problème récemment, là, où il y avait une obstruction partielle de l'urètre, ça m'a créé un état d'incertitude à savoir est-ce que je vais réussir à régler ce problème-là avant que l'urètre bouge complètement. Puis si l'urètre bouge complètement, ben c'est sûr, ça me crée un stress et l'anxiété, la crainte d'avoir à me retrouver à l'urgence à me faire opérer par quelqu'un d'incompétent ou qui est de bonne foi, mais qui sait pas sa spécialité. Donc, c'est pas un urologue et qui fasse une opération plus ou moins bâclée, là, c'est-à-dire qu'il ne fasse pas nécessairement comme il faut, puis que par la suite, il y ait des effets secondaires ou complications ou autres, là. Donc, quelqu'un qui fasse une opération pour régler comme le problème à court terme, mais c'est pas un travail totalement ajusté. Donc, toute ma vie, je vis des jeux de réflexion. Je cherche à les neutraliser. Quand que je parle, comme là, je le fais présentement depuis tantôt, dans cette parole-là, je vous dirais que je sors des jeux de réflexion. Ça m'amène à être un petit peu plus en puissance dans ma voix, mais le niveau de puissance plus grand que je pourrais aller chercher, ça serait en relation avec une souffrance proche vécue. Mais ça, j'aime pas ça aller là. Être confronté à aller là, parce que c'est pas moi qui le décide. Donc, les niveaux de souffrance vécus, tu sais, ça peut être à différents niveaux. Dans le sens que souffrance, par exemple, liée au fait qu'il y a des contrariétés de l'ego, là, comme par exemple se faire plier ses pieds sur le plan littéral par une autre personne, se faire voler de l'argent, tu sais, il y a différents niveaux de souffrance. C'est ça qui crée un changement de vibration. C'est sûr qu'en tant qu'ego, dans le fond, il y a des choses que je suis content avec le recul. Comme sur le coup, quand Daniel Ménard me dit ce que tu fais, ça sera jamais à grande échelle, ça pouvait me créer un certain niveau de contrariété, mais finalement, aujourd'hui, je suis content. Pourquoi? Il y a une facture très lourde à payer, être populaire. Et en lien avec ça, bien, c'est sûr que souvent les gens qui sont populaires sont pas nécessairement rémunérés en fonction de ça.
Donc, il n'y a pas nécessairement un rééquilibrage énergétique en lien avec l'aspect financier. Tu as des YouTubers, il y en a qui ont plein de vues, puis finalement, ils n'ont pas vraiment de soutien financier du public. Donc, c'est un mouvement plus d'âme, c'est un mouvement plus de spiritualité. Les gens se font vampiriser malgré eux, leur énergie. Et puis, qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à tout ça? C'est que le niveau de mise en vibration que je peux vivre, ça a été de faire certaines entrevues avec des personnes ou parler pour m'auto-ajuster. C'est ce que je fais présentement. Ça se peut qu'il y ait certaines personnes qui ont intégré des choses en parallèle avec moi qui vont trouver ça intéressant, ce que je dis. Il y en a d'autres que c'est pas le cas, puis c'est bien correct. Écoutez, il y a d'autres personnes qui font des enregistrements sur le web que vous pouvez aller écouter, puis il y en a pour les différents types de personnes qui existent dans le monde, et chaque personne est unique avec des besoins uniques, puis ça se peut que nos besoins ne se rencontrent pas, puis c'est bien correct. Aujourd'hui, ce que j'en suis, à un moment donné, je pensais donner des conférences, sauf que en termes d'efficacité, parce que j'aime beaucoup être efficace dans ce que je fais, bien, l'histoire d'intégrer la conscience supramentale pour régler tous ces problèmes de santé, non. Je le vois pas. En tout cas, tout au moins dans un avenir rapproché, parce que s'il y aurait eu quelque chose, une dimension sur laquelle j'aurais voulu travailler, ça aurait été ça. Or, il y a plein de personnes qui ont vécu un processus de conscientisation. Si on prend Bernard de Montréal qui est décédé d'un cancer. Ensuite, il y a eu Marc de la Salle qui avait une tumeur qui était sur le côté de la mâchoire. Puis il y a plein de gens qui ont goûté à une forme de conscience, qui ont eu des problèmes de santé importants. Si on pense à Daniel Ménard, qui a été de son vivant là, atteint quand même du diabète, là. Donc, tout ça pour dire que l'idée que la conscience va guérir les problèmes de santé parce que l'esprit peut agir sur la matière, oui, éventuellement, peut-être dans 2500 ans environ, mais à court terme, de ce qui concerne d'une durée de vie humaine, non. Donc, si quelqu'un donne une conférence pour le public, souvent, ce qu'il veut, c'est du concret. La personne qui a un problème de santé, comme moi, par exemple, quand j'ai été voir le médecin au privé pour m'opérer parce que j'avais l'urètre bouchée quand je l'ai rencontré. Puis moi, c'était important que je sois opéré parce que mon jet d'urine était beaucoup diminué puis ça faisait mal à chaque fois que j'urinais. Dans les jours, quoique j'ai rencontré un médium qui a comme stabilisé mon état dans les jours qui ont précédé, mais il y avait une dégradation quand même de ma condition. Je voulais être opéré rapidement. Le médecin, dans le fond, chargeait, c'est 1800 $. Bon, mais si le médecin m'aurait chargé 4000, je souffrais tellement de ma condition physique que probablement que j'aurais payé. Il aurait pu me charger le double. Je souffrais tellement que, écoutez, j'étais au pied du mur par rapport à ma souffrance. J'aurais probablement accepté. Et donc, les gens, c'est sûr que présentement, je parle, puis il y a des gens qui souffrent énormément de conditions physiques, que ce soit le diabète, le Parkinson, d'autres problèmes de santé. Et c'est sûr que quelqu'un qui donnerait une conférence en disant, ben, je peux régler votre problème de santé, ou tout au moins vous accompagner pour le régler, c'est sûr que cette personne-là deviendrait très riche, puis il y aurait une demande constante. La personne pourrait, un peu comme les guérisseurs, là, il y en avait un en Amérique du Sud, qui avait une forte affluence des gens d'un peu partout dans le monde qui allaient le visiter. Ben, c'est sûr que la personne qui souffre, qui va dans la médecine conventionnelle, elle a des résultats, les résultats sont ordinaires. Elle va vouloir, puis si elle veut, surtout si elle est en phase terminale d'un cancer de stade 4, ça se peut qu'elle n'a plus rien à perdre puis elle est prête à dépenser des milliers de dollars pour que son problème soit réglé, là. Donc, il y a des gens qui vont accepter différentes choses. C'est sûr que oui, il y a des gens qui ont certaines compétences pour favoriser ou accompagner les gens dans leur processus de guérison. C'est plus respectueux parce que je pars toujours du principe que c'est l'individu qui doit être l'artisan de sa santé. Donc, quelqu'un d'autre peut accompagner la personne, mais c'est les processus d'auto-guérison de la personne. Donc, guérir, même quelqu'un qui a un doctorat en médecine,
c'est pas lui qui guérit l'autre individu. Il peut l'accompagner pour favoriser sa santé, certes. Mais le processus de guérison, prenons par exemple un exemple très concret, très de base. Quelqu'un qui a une plaie ouverte. Bon, la personne se coupe une partie de la peau. C'est pas le médecin qui met le pansement sur la peau qui va amener la guérison. C'est la peau qui va se cicatriser elle-même par le déploiement des processus d'auto-guérison. On peut faire certains actes médicaux si la personne en a l'autorité parce que les médecins, c'est parce que sinon, si elle n'a pas l'autorité, elle peut se faire poursuivre. Là, mais si la personne fait certains actes médicaux qui favorisent le déploiement des processus naturels d'auto-guérison, certes, ça peut aider, mais c'est le patient qui est en bout de piste de par l'actualisation de son potentiel d'auto-guérison qui va se guérir ou non. Mais bref, les besoins de la population, moi, de ce que je vois, c'est problème de santé. Pourquoi? Ben, parce qu'au Québec, il manque de médecins. Les médecins, les gens de la population, ça fait des années que les politiciens nous promettent qu'on va avoir chacun des médecins de famille, puis bien entendu, ça n'arrive pas. Problème d'accès aux ressources, des spécialistes. Quelqu'un peut attendre un neurologue dans le réseau public pendant plusieurs mois. Ou d'autres spécialistes, cardiologues, etc. Le délai de traitement aussi pour des cancers, dans certains cas, va être important, et ainsi de suite. Donc, la population est vieillissante, où ce que je fais partie, c'est-à-dire celle du Québec. Donc, on part du principe que vers 2030, environ d'un tiers de la population québécoise va être de 65 ans et plus. Or, le réseau de la santé n'est pas prêt pour ça. Donc, s'il y a plus de gens qui avancent en âge, il risque naturellement d'avoir plus de gens malades parce que les gens ont tendance à devenir plus malades en vieillissant. Et à ce moment-là, si la ressource n'est pas adéquate présentement, alors que le nombre de gens âgés va augmenter dans à peine quelques années, de beaucoup. Donc, si on parle d'un tiers de la population âgée de 65 ans et plus, donc qui est âgée à partir de 2030, ça s'en vient vite, là. Au moment où je fais l'enregistrement, c'est en 2023, donc c'est à peu près 7 ans. Donc, si le réseau ne répond pas aux besoins actuels, ça se peut qu'il ne réponde pas aux besoins également de demain. Là, c'est ça, il ne faut pas que je fasse de l'anxiété avec ça. Mais le point, c'est que l'individu est confronté à une situation où il y a un système qui est limité. Il y a des gens qui veulent améliorer leur santé. Moi, de manière autodidacte, je vais lire des articles sur le web pour favoriser la santé. Ensuite, je vais écouter des documentaires. Et mon incident, mon problème de santé récemment me ramène à la pertinence d'être très vigilant par rapport à ma santé, de ne pas me fier non plus au réseau public. Mon médecin de famille avait demandé une référence pour que je rencontre un neurologue. Naturellement, ça fait un peu plus qu'un mois que je n'ai jamais été contacté. Ma curiosité de voir, ça va être dans combien de mois ou dans combien d'années un neurologue va me contacter pour un rendez-vous dans le réseau public, alors que je suis passé tout de suite dans le réseau privé. Tout ça pour vous dire quoi? Ben, les besoins, c'est au niveau de la santé. Or, les plans de la lumière vont pas nécessairement donner accès à l'individu à une capacité d'autorégénération constante, immédiate et instantanée. Les plans de la lumière vont chercher à manipuler, entre autres, l'ego pour l'ajuster. Donc, on n'a pas accès à ça présentement. Ensuite, les besoins de l'individu, souvent, c'est le financier. Surtout en période d'inflation, le coût de la vie augmente. Donc, les plans de la lumière ne vont pas nécessairement donner de l'information pour que les gens deviennent multimillionnaires, surtout si le fait qu'ils sont à terre ou qu'ils font faillite ou qu'ils ont des problèmes hypothécaires importants, parce que si le taux d'intérêt augmente rapidement, comme on l'a vécu dans les derniers mois, bien, il y a des gens qui sont plus capables de payer tantôt leur maison au moment du renouvellement là, de leur hypothèque sur leur maison. Si la personne avait un taux d'intérêt de 2% sur sa maison, vient le temps de renouveler le taux d'intérêt parce qu'elle l'avait pris pendant 5 ans. Puis là, il faut qu'elle prenne un taux d'intérêt qui est plus que le double. Donc, si la personne a un taux d'intérêt de 6%, alors qu'il y avait 2%, puis il avait calculé que oui, ça pouvait augmenter, là, mais peut-être de 2 à 4, là, pas à 6. Là, à ce moment-là, la personne peut être dans un pétrin économique et être confrontée, puis s'il y en a plusieurs personnes,
à une situation où il va y avoir une crise hypothécaire, c'est-à-dire que les gens qui sont plus capables de rembourser le capital sur le montant de leur dette, lorsqu'ils effectuent des paiements à cause de la hausse trop grande des taux d'intérêt dans un court laps de temps, amène les personnes en position d'échec, dans le sens que la personne elle paye à chaque mois des intérêts sur des intérêts, puis elle touche pas au capital, ben la dette elle diminue pas, elle continue d'augmenter. Parce que si la dette avait été calculée que le capital allait être remboursé en partie alors que c'était un montant de 2%, et que là, le montant, il y avait un jeu qui était calculé, bon, ça augmente de 2 à 3 à 4, une petite marge qui est souvent calculée dans le pire des cas par le conseiller, mais si le conseiller, il y a quelques années, avait pas même pensé, imaginé que le taux d'intérêt pouvait augmenter d'une façon aussi grande, d'une manière subite, ben là, le système avec le filet de sécurité qui était mis en place pour avoir une marge de manœuvre d'un certain pourcentage sur le taux qui avait été déterminé pour empêcher la personne de faire faillite ne tient plus. Donc, des gens qui sont potentiellement des candidats à la faillite économique dans les prochains mois. Pourquoi? Ben, le manque de vision du système ou de prudence. Et les failles du système. C'est sûr qu'il faut se poser la question à quel point c'est intelligent qu'il y ait des hausses subites du taux d'intérêt, où ce qu'on passe d'une situation où il y avait des taux de 0,5% à 5% d'intérêt. Donc, dans un court délai de temps, là, en tout cas, c'est particulier. Donc, les gens, moi, la façon que je vois ça, les besoins des gens de base, c'est la santé. Ensuite, il y a le volet économique, avoir de l'argent dans les poches, être capable de se nourrir, bien s'alimenter. Puis ensuite, il y a le volet relationnel, être en contact avec des gens agréables, avoir une vie de couple agréable pour les gens qui sont en relation avec un partenaire, et ainsi de suite. Mais, tous ces éléments-là, quelqu'un a pas besoin d'avoir une conscience occulte en vue de travailler, en vue de les obtenir, dans le sens que quelqu'un qui a des problèmes de santé, il peut consulter un médecin dans le réseau public ou privé. Quelqu'un qui a des problèmes financiers peut consulter un conseiller financier où il veut améliorer sa situation financière. Il peut le faire aussi, là, le rencontrer pour ça. Puis au niveau relationnel, ben c'est sûr que quelqu'un qui a des problèmes de couple, il peut consulter une personne qui est sexologue, une personne qui est psychologue. Donc, c'est sûr que des gens vont faire la consultation occulte pour dévoiler des aspects occultes en lien avec une situation en relation avec la canalisation intuitive qu'ils peuvent faire. Certes, ça peut avoir une certaine fonction, mais présentement, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai pas la vibration de faire ça en lien avec un public. Puis je vous dirais bien, honnêtement, je préfère faire un emploi normal, standard, en parallèle avec mes activités d'enregistrement et de m'occuper de ma fille. Pourquoi? Ben, j'observais avec le temps que y a beaucoup de gens qui sont fascinés par l'occulte, puis ça tombe sur des jeux de réflexion, sur des jeux de réflexion. Puis moi-même, à un certain niveau, j'ai été pris dans des jeux d'hypothèses qui m'ont amené à perdre beaucoup de temps et d'énergie. Prenons par exemple les hypothèses qu'on peut faire en lien avec l'avenir. Bon, ben, on peut écouter des enregistrements de prophéties qui nous annoncent certaines choses pour certaines années. Ensuite, on peut regarder les prévisions qui sont faites par le système financier. On peut écouter des lanceurs d'alerte. Présentement, je prends moins au sérieux tout ce qui est prévisionnel par rapport à des lanceurs d'alerte ou les scientifiques là, qui sont véhiculés par rapport au narratif officiel dans les médias. Donc, les scientifiques officiels vont avoir un discours en lien avec les changements climatiques qui attribuent à l'activité humaine. Je regarde ça avec beaucoup d'esprit critique. Je prends pas ça au sérieux. Pour ce qui est des médias alternatifs, dans le passé, il y a eu des médias, entre autres l'année dernière, qui parlaient de la menace de la variole du singe, que ça va avoir des implications internationales. Ensuite, la possibilité du dark winter, c'est-à-dire l'hiver noir, où il y allait avoir une rupture de la chaîne d'approvisionnement en termes, entre autres, de nourriture. Il y avait, dans le fond, les gens là, d'Infocité conscients du peuple qui parlaient de ça, possibilité qu'on manque de nourriture.
donc une pénurie alimentaire qui est volontairement l'effondrement de la chaîne alimentaire voulu par l'élite dans l'optique d'une restructuration de la terre. Donc, possibilité d'une crise économique aussi. Donc, il y a quelques mois, au début de l'été, il y avait été, avant l'été, là, c'était au printemps, il y avait été question de la possibilité que les États-Unis ne rehaussent pas le plafond de la dette. Là, ils tombent en défaut de paiement. Donc, si les membres du Congrès auraient refusé. Mais finalement, la morale d'histoire, qui est pas vraiment une bonne morale, là, c'est que finalement, les États-Unis, ça fait des décennies qu'ils rehaussent continuellement le plafond de la dette. Il n'y a aucun problème. À un moment donné, il y a des gens qui disent que ça marche pas. À un moment donné, ça va s'écrouler, le système. On peut pas pelleter toujours en avant le moment où on va rembourser la dette. À un moment donné, il y a des limites à ça, mais ça a de l'air que c'est de la comptabilité créative. Ils réussissent tout le temps à s'en tirer, dans le sens qu'il n'y a pas eu de crise économique majeure là, dans les derniers mois. Alors que j'écoutais, entre autres, sur YouTube, il y avait Amélie Paul avec son co-animateur qui annonçait la possibilité là, que quelque chose de gros là, se déroule aux États-Unis en lien avec le fait là, que les États-Unis étaient sur le point d'être en faillite. C'était dans le coin du mois de juin 2023. Il y a plein de choses qui sont dites, puis il y en a plein qui sont dites pour les prochains mois. Et je regarde ça. Je prends moins ça au sérieux, parce que dans le fond, il y avait des lanceurs d'alerte qui disaient, avec l'implantation du passeport lié à l'injection, après ça, là, ça allait être de même pour l'avenir. Et une fois que c'est implanté, ça va être de même pour les prochaines années. Et là, on cherche à nous faire peur avec l'implantation de l'intelligence artificielle coordonnée avec un système de caméras, de surveillance des citoyens, où l'intelligence artificielle, avec des algorithmes, va servir à espionner les gens, et ainsi de suite. Oui, il y a des possibilités de dérapage, mais je regarde ça. Les problèmes liés à la pollution, les pluies acides, c'était à la mode de parler de la menace des années 90. Aujourd'hui, on entend moins parler au Québec, mais oui, il y a eu des ravages. Même chose pour le trou de la cloche d'ozone, ainsi de suite. Donc, on cherche à nous faire peur, puis à un moment donné, peut-être que c'est de la maturité que j'ai avec le temps qui se développe, mais je deviens de plus en plus sceptique ou indifférent à ce qui est dit avec l'avenir. Puis mes observations au fil du temps sont celles-ci, c'est que ça se passe jamais comme on nous le dit. Puis peu importe le quand, même Bernard de Montréal qui parlait de l'avenir de l'homme, c'est-à-dire homme avec un grand H qui inclut l'individu masculin et féminin pour les prochaines années, il y a des choses qui se sont pas déroulées. Fait que je vais arrêter de commenter là-dessus. Là. Si vous voyez, c'est un petit peu de la perte de temps. Fait qu'aujourd'hui, je prends ça relax. On nous parle que les changements climatiques vont amener des millions de réfugiés climatiques, des pertes économiques extrêmement graves dans les prochaines années. Mais, OK, on nous dit ça. Ensuite, on nous dit d'autres choses. La menace combinée de plusieurs virus pour les prochains mois. OK, on nous dit ça. Fait qu'à un moment donné, on nous dit plein de choses. L'information aussi spectaculaire qui est véhiculée dans les médias dans le sens d'aller chercher l'information, l'attention, des gens leur faisant peur. Je suis critique avec ça. Fait que moi, mon principe, c'est on verra. Mon principe est aussi de réaliser qu'à quelque part, finalement, les plans, ils font ce qu'ils veulent avec les êtres humains. C'est plate, là. Moi, je les ai contestés pendant longtemps. Mais je réalise qu'ils nous manipulent pour finir de faire accepter des choses qu'on avait déjà eu l'intuition dans le passé. Dans le passé, quand j'étais jeune, j'étais solitaire. Je faisais mes petites affaires tranquilles, je jouais vers le collectif, j'ai des contrariétés. Ma mère a dit, là, il faudrait que tu ailles vers les gens. Finalement, je vois les gens, je suis pas bien, je retourne dans ma bulle, je suis bien. Fait que finalement, rendu à l'âge adulte, j'ai fait mon bout de chemin, j'essaie d'aller vers les gens, mais je suis moins à l'aise. Quand je dis aller vers les gens, c'est aller parler de la pluie et du beau temps, essayer de m'intéresser au sport. Ici au Québec, c'est le hockey. Si je serais en France, il faudrait que j'essaie de parler de foot avec les gens. Mais ça m'intéresse pas. Fait que je fais pas semblant que ça m'intéresse. Je reste ce que je suis. Puis par rapport à mes activités d'enregistrement,
je reste plus à étudier présentement ma vie de manière solitaire, puis ça me convient. Puis, les choses iront dans le temps comme dans le temps. Moi, l'instruction supramentale, je vois ça comme un jeu avec des plans qui manipulent des individus pour que l'information soit véhiculée progressivement, mais pas trop vite. Puis quand que je regarde ça sur le plan humain, c'est très contrariant. C'est comme, t'as des gens qui sont en train de mourir de faim, mais ouais, faut pas que tu donnes trop vite l'alimentation au cas où tu fasses une indigestion. Il y a de l'intelligence derrière ça. C'est un petit peu comme quand des gens avaient été sortis de camps de concentration lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des soldats face à des gens squelettiques qui avaient tendance à dire bon, on va les alimenter et leur donner plein de nourriture rapidement. Ils ont dit non. Si vous leur donnez trop de nourriture rapidement, ce qui va arriver, c'est que ça va être contre-productif. Donc, ça va être plus nuisible qu'utile par rapport à ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils se réalimentent progressivement. Il faut que ça se fasse avec une transition, là, parce que leur corps n'est pas habitué à être exposé à une grande quantité de nourriture. Fait que c'est un petit peu la même chose pour l'humanité. Les gens sont pas habitués à être exposés à une grande quantité d'intelligence, ce qui fait en sorte que l'intelligence elle descend progressivement. Et j'ai aucune attente à avoir en lien avec le collectif par rapport à tout ça. Fait que finalement, mon rôle de faire ma petite affaire tranquille me convient parfaitement. Tout ça pour dire ça, hein. J'ai fait un enregistrement d'un peu plus d'1 heure. Où ce que j'en viens au constat que finalement, Daniel Ménard qui me disait, ben, tu t'adresseras jamais à des millions de personnes, tu sais, tu seras pas une vedette de la TV, puis c'est bien parfait comme ça, parce que au début, je pensais que j'aimerais ça avoir plus d'amplitude pour changer le monde parce que j'avais un désir spirituel, mais aujourd'hui, non. Je cherche à faire ma petite affaire tranquille, puis finalement, ça en vient au constat que ce qu'il avait perçu, c'est ce qui est intelligent, mais là, je l'intègre plus. Fait que je vais continuer à faire ma petite affaire tranquille, donc là-dessus, je vous laisse. C'est ce qui va conclure l'enregistrement d'aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Au revoir.